Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Comédie du Livre de Montpellier. Je me présente, Margot Saltel, je suis autrice et illustratrice de BD et de livres jeunesse. J'anime aujourd'hui cette table ronde qui me tient à cœur en tant que membre de la collective du Girl Code de Montpellier. Pour celles qui ne savent pas, je vous explique vite fait, le Girl Code est une collective nationale qui s'est montée suite au boycott du Festival d'Angoulême de cette année. Et avec son annulation, la collective a créé partout en France, dont Montpellier, les fêtes interconnectées de la bande dessinée. On voulait montrer que la BD, c'est bien plus important que ce festival. La Comédie du Livre nous a proposé de renouveler les événements de janvier dernier et donc cette table ronde sur comment faire lire la jeunesse en fait partie. Vu l'actualité, il était important d'aborder ce sujet parce que c'est très compliqué en ce moment d'arriver certes à faire lire les adolescents et les enfants, mais aussi de même faire du jeunesse avec tout ce qui se passe dans l'édition, etc. Et aujourd'hui, du coup, je suis accompagnée de personnes merveilleuses. Je vais vous laisser vous présenter, ça sera plus simple. Bonjour, je m'appelle Marion Brunet, donc je suis autrice ado, enfant et adulte. Voilà. Du roman, de la BD. Ouais, je fais du roman. Je fais essentiellement du roman et de la fiction. Enfin voilà. Bonjour, donc moi je suis Noémie Lemos. Je suis avant tout autrice de science-fiction. Je suis à la fois autrice et ingénieure. En fait, j'essaie de m'adresser à tous les publics. Donc, j'ai à la fois un roman adulte et un roman jeunesse, Station Symbiose, qui est sorti donc, l'année dernière. Il y a eu un magnifique prix cette semaine. Oui. Bravo. Merci. Bonjour, moi je suis Kevin Rollin, je suis l'éditeur de Myria Éditions, directeur général. J'ai plusieurs casquettes, je vais peut-être en parler au fur et à mesure. Je suis notamment enseignant-formateur dans une école de jeux vidéo qui s'appelle Studio Mercier. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Julia, je tiens la librairie Nemo, qui est une librairie jeunesse à Montpellier. Cette conférence vient après une étude du Centre national du livre qui est sortie en avril dernier, juste avant le Salon du Livre Paris, qui est une étude qu'ils font depuis plus de 10 ans sur la lecture chez les jeunes de 7 à 16 ans. Et cette année, encore une fois, qu'est-ce que ça dit ? Que les jeunes ne lisent plus. Mais ça dit surtout que tout le monde ne lit plus. Et moi, ce qui me dérangeait dans cette étude, en premier lieu, c'était qu'il se basait sur les jeunes de 7 ans. Or, la lecture est importante dès le plus jeune âge. Et je pense qu'en librairie, tu le vois assez régulièrement parce que oui, ça commence dès même 2-3 mois, en fait. Tout à fait. On peut lire des livres à des bébés qui viennent de naître. C'est même très important parce que ça les habitue à la voix. On a des études qui nous prouvent qu'ils peuvent reconnaître la voix de la lecture qui différencie de la voix pour manger. Voilà, ils arrivent, ils sont très malins. Ils sont tout petits mais très malins. Et du coup, c'est très important de leur lire des livres dès qu'ils sont tout petits. Puis après, ça développe le vocabulaire, bien sûr, l'imaginaire, etc. Mais dès la naissance, on peut lire des livres à des enfants. Alors, on peut leur lire du Proust si on a envie, ils ne comprendront pas. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour le ton, pour la musicalité, etc. Donc, voilà. Donc, 7 ans, c'est bien, mais c'est presque déjà trop tard. Oui, c'est ça. Enfin, les gens arrivent souvent dans les conventions ou dans les festivals et nous disent « Mon enfant ne lit pas, mais il a 8 ans. » Mais en fait, est-ce qu'ils ont eu l'exemple ? Je crois que Noémie, tu l'as vu aussi dans l'étude, que beaucoup d'enfants n'ont plus l'exemple de parents qui lisent, en fait. Alors, ce que disait le CNL, il y a 90%, alors il commence à partir de 7 ans, donc on n'a pas forcément avant, mais il y a 90% des jeunes qui ont eu une expérience de lecture partagée. L'étude ne dit pas combien de fois, est-ce que c'est régulier ou pas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans le décrochage qu'on observe en fait à l'adolescence, je sais plus, je crois, j'avais même mis les chiffres, c'est mon petit côté scientifique. On a 91% des 7-12 ans qui lisent, 78% des 13-15 ans, donc c'est encore assez élevé qui lisent. Et puis quand on passe la barrière de l'adolescence, à partir de 16 ans, on tombe à 67%. Bon, c'est quand même plus d'un jeune sur deux. Mais ce qui m'a marqué, en dehors déjà de cette chute-là, c'est le fait que les garçons décrochent beaucoup plus que les filles. On est à 56% des garçons, alors que 78% des filles, 4 filles sur 5 continuent de lire à 16 ans. Et en fait, j'ai relié ça à un autre chiffre qui est dans l'étude, qui m'a marqué, en disant, dans ces fameux moments de lecture partagée, on a 90% des lectures partagées qui se font par les mamans et 67% par les papas. Donc déjà, il y a un gros décalage. En plus, on n'a pas la notion de fréquence. Et c'est vrai que on sait que dans l'éducation, alors je
je donne des idées générales, je pose d'où je parle, je n'ai pas d'enfant. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu les expériences tout autour de moi. Mais ça, par contre, on sait qu'un enfant s'éduque par, comme tu le disais, l'exemple. Et déjà, la première question, quand j'ai demandé à mes sœurs comment elles faisaient pour que mes neveux et nièces aient le goût de lire, elles m'ont dit, en fait, nous, on lit. En fait, ils nous voient lire. Et du coup, ils lisent. Enfin, c'est probablement pas aussi simple que ça, mais ça fait partie de comment est-ce qu'on donne l'exemple. C'est souvent par mimétisme au final, puisque du coup les enfants ont envie de faire comme les parents. Nous, au niveau du Myria, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les parents viennent souvent nous voir pour nous demander, du coup, un album jeunesse, à partir de quel âge, etc. On rencontre vite la problématique de est-ce que l'enfant sait lire, est-ce qu'il est autonome dans sa démarche de lecture, est-ce qu'il ne l'est pas. Et en fait, nous, on a trouvé une solution pour essayer de contourner le problème, on va dire. C'est que dans la plupart des albums jeunesse que l'on fait, on inclut en fait des versions audio. On travaille avec des comédiens de doublage professionnels, alimentés par de la musique et des bruitages. Et ça, je vais y revenir. C'est très important de ne pas seulement avoir que de la voix, parce qu'en fait, je pense que de plus en plus, le public qui a du mal à lire, pourquoi il a du mal à lire, c'est parce qu'en fait, il y a une problématique autour de l'immersion. Ça, c'est un terme sur lequel je vais souvent revenir. Et du fait de mon expérience au niveau notamment du jeu vidéo, je le constate, ça manque pour beaucoup sur les personnes qu'on interroge et qui disent non, moi j'ai pas envie de lire parce que ça m'ennuie. Et c'est vrai, tout comme un jeune public, tout comme du coup des adultes. Vous avez plein d'adultes qui malheureusement ne lisent pas et on rencontre ce problème-là. Donc nous, au niveau de Myria, on a essayé de faire ce qu'on appelle du travail du transmédia. On a créé une marque qui s'appelle Imbook pour Immersive Book, qui permet en fait de créer des ouvrages qui contiennent justement des médias enrichis pour se mettre à la lecture, notamment pour un public qui aurait des difficultés ou qui n'aurait pas encore commencé à lire. Oui, parce que l'étude blâme, vous allez lire l'étude du CNL si vous voulez, mais directement elle va vous blâmer les écrans, en mode les écrans sont toujours la faute, mais bon, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils nous disent que les écrans sont notre faute. Nous, notre génération, c'était la télé, maintenant ça va être le téléphone. Et en fait, surtout chez les adolescents, le temps de lecture est passé de 2h44 en 2022 à 2h04 en 2026, donc ça fait 18 minutes par jour de lecture. Et plus de 40% des ados font autre chose en même temps, donc des écrans, des films, etc. Et en fait, on blâme les écrans, mais surtout on blâme le temps, en fait, entre l'école, les choses à faire, etc. Quand il faut du temps, il faut prendre du temps pour soi, etc. Et même pour les adultes, au final, on a ce temps en moins. Et aussi, ce que je blâme dans l'étude, et ce que je blâme pour la lecture jeunesse, c'est les sélections lecture pour l'école. Parce que l'école ne leur donne pas forcément le goût de la lecture. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des très bons livres durant ma scolarité, mais combien d'élèves ont pu témoigner de sélection de livres trop adultes, trop lourds ou trop classiques, parce qu'on veut les faire lire des choses complexes rapidement, en fait. Et ça ne s'arrête pas d'ailleurs, parce que j'ai appris que là, à la rentrée, l'État offre un livre à tous les enfants qui rentrent en 6e. Ils ont décidé, je ne sais pas, ils ont été nombreux à se prendre la tête et ils ont décidé donc à l'entrée en 6e d'offrir à tous les collégiens de France les Métamorphoses d'Ovide. Wow. Ça super. Enfin, je pense que. Alors j'adore ce livre, non, mais c'est pas la question, j'ai passé mon bac avec, donc j'avais déjà 17 ans en fait. Mais à 11 ans, c'est compliqué. C'est du délire. Enfin, voilà. Je pense que tu pourras peut-être revenir dessus au niveau de certaines études, mais en fait, la problématique scolaire que l'on rencontre souvent, c'est qu'en fait, quand on est enfant et par la suite, on vit beaucoup la lecture comme en fait une punition. À la fin, il y a un examen et on est noté par rapport à l'exercice de lecture. Et donc, la lecture devient un effort et non pas un plaisir, ce qui devait être le cas de base, et notamment encore plus, notamment dans la littérature de l'imaginaire, où du coup on lit avant tout pour s'évader, pour rêver, ce genre de choses. Donc en fait, moi je pense que l'essentiel aujourd'hui, et on le constate nous, parce qu'on travaille beaucoup avec les enseignants et les écoles, c'est d'essayer de casser ce truc-là, et de se demander comment est-ce qu'en fait, au final, on peut faire en sorte de casser un peu ce vieil objet grégaire, en fait, qui est le livre et qui a malheureusement pas trop évolué, de quand même respecter sa forme et son fond, mais de voir peut-être comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'agrémenter, on peut trouver des nouvelles méthodologies pour amener progressivement à la lecture. Je pense qu'aussi le côté accompagnement
vis-à-vis des parents, vis-à-vis de l'équipe pédagogique est très important. Je vais juste indiquer un élément. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle le Mouvement contre la constance macabre, qui, en fait, alors c'est un terme un peu barbare, mais en gros, l'idée, c'est de dire on a des élèves qui subissent les évaluations, les contrôles, les examens comme vraiment quelque chose qui est douloureux. Et du coup, ce n'est pas une méthode d'évaluation qui est vécue comme positivement, on est plutôt dans la souffrance. Ça a été théorisé par André Antibi, qui est un chercheur qui était enseignant. Et en fait, lui, sa thèse, c'est de proposer des méthodes d'enseignement sur de l'itération. C'est-à-dire, en fait, on va donner aux élèves des exercices et en fait, le contrôle seront exactement le même contenu que l'exercice, donc il n'y aura pas de surprise, on va dire. Les élèves vont juste être évalués par rapport à de l'acquisition de compétences et non pas des questions pièges, on va dire, qui vont venir au fur et à mesure. Et je me permets juste d'en parler parce que je pense qu'il y a un lien direct qu'on pourrait trouver avec la littérature dans l'école pour faire en sorte que ce soit pas juste lis un livre, en échange t'es noté sur 20 et comme dans tout le cas tu auras des difficultés de lecture parce que t'es dyslexique et voilà, on ne prend pas en compte tes difficultés et tu auras une mauvaise note et voilà, et ça sera tant pis pour toi. C'est-à-dire, en fait, on est face à un sujet effectivement qui est hyper complexe. Parce qu'effectivement, moi, dans l'école, j'ai eu la chance d'avoir une super bibliothèque et de découvrir la lecture au travers pas que des classiques, et j'ai pas forcément kiffé les classiques. Mais aujourd'hui, il y a aussi des programmes qui évoluent, des profs qui ont vraiment des envies de faire, de proposer. Et en fait, en discutant avec ces professionnels, je me suis rendu compte que c'était pas noir ou blanc et c'était plus complexe que ça. Et il y a une formule, je crois que c'est Clémentine de Beauvais qui le dit, et que j'ai trouvé géniale, en disant en fait, il y a autant de façons de lire que d'adolescents, et qu'on rentre dans la lecture, on devient un bon lecteur avec un livre coup de cœur, et qu'en fait, notre travail à nous tous, qu'on soit parents, enseignants, libraires, bibliothécaires et tout ça, c'est de tout mettre en place pour que chaque lecteur trouve son livre coup de cœur. Alors, c'est vous dire qu'au vu du nombre de lecteurs, jeunes ou moins jeunes, qu'il y a, et du nombre de livres qu'il y a, imaginez le travail. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette approche-là. Alors, je ne sais pas si du coup c'était compris dans le déroulé, mais pour rebondir, l'étude en question, elle se repose beaucoup sur le livre traditionnel. Or, on se rend compte, vous avez d'autres études qui existent, que vous pouvez trouver, qui indiquent que, en fait, on lit moins, oui, mais en fait, on lit moins de la lecture traditionnelle, c'est-à-dire du livre texte noir et blanc classique. Je pense par exemple à tous les univers de fanfiction, toutes les fanfictions qui vont être écrites, se sont très consommées par les jeunes. Parce que généralement, ils se prennent d'affection vis-à-vis d'un univers qu'ils aiment bien, qu'ils ont découvert généralement soit par de la littérature, soit pour le coup une série, un jeu, un manga. Et en fait, ils vont se mettre à lire pour développer un petit peu l'imaginaire vis-à-vis de ce médium-là. Alors d'ailleurs, ça s'appelle le transmédia. Donc en fait, c'est une stratégie qui consiste à faire en sorte d'avoir un élément qui va être publié dans un format, et en fait, on va continuer l'univers dans un autre format. Et pour le coup, nous, c'est ce qu'on fait au niveau de Myria. Tout ça pour indiquer que je suis convaincu que le transmédia et en fait toutes les formes de littérature qu'on va pouvoir avoir autour ne sont malheureusement pas pris en compte par ce genre d'études. Et quand vous creusez un petit peu la question, vous commencez à gratter, on se rend compte que si, les jeunes lisent, mais en fait différemment par rapport à avant. Je crois que dans l'étude, ils ont inclus tout ce qui est Webtoon, donc qui est un site parmi tant d'autres, mais le plus connu de publication surtout de bandes dessinées, mais à lire en ligne, où il y a un chapitre souvent par semaine ou par jour, mais bon, c'est souvent par semaine, enfin par mois même. Et où après, souvent, ces webtoons à succès peuvent être publiés en vrais livres, etc. Mais l'étude ne comprend pas souvent Wattpad, qui est un site de fanfiction, et où on retrouve surtout la thématique du genre, parce que tout ce qui est Wattpad, tout ce qui est fanfiction, etc., et tout ce qui est transmédia de ce genre-là, c'est souvent des adolescentes. Et du coup, moi, ce que j'avais retenu aussi par rapport à ça, c'est que dans cette étude-là, mais aussi par rapport à ça, c'est que on méprise en fait cette lecture-là, et on méprise aussi la lecture souvent enfance, mais surtout adolescente.
Et on le voit bien, en fait. Moi, je suis autrice jeunesse et on est un peu moins considéré. C'est de la lecture plus simple. Souvent, il y a des professeurs en français, on leur demande qu'est-ce que vous avez lu cet été. Et si les enfants disent qu'ils ont lu des BD, on leur dit non, qu'est-ce que tu as vraiment lu? Donc, il y a aussi des vrais livres avec des vrais mots et pas d'images. Et du coup, c'est un peu plus complexe. Après, vous deux, vous faites du roman, donc il y a quelque chose de différent. Mais est-ce que vous avez vu une différence, surtout toi, Noémie, vu que tu as fait du roman adulte et aussi du roman jeunesse, est-ce que tu as senti cette différence Et toi aussi, voilà. Est-ce que vous avez senti, du coup, cette différence de public et de comment vous... Enfin, est-ce que vous vous sentez plus dénigré en jeunesse? Évidemment, ça, c'est sans commune mesure la façon dont on est considéré en tant qu'auteur jeunesse ou auteur adulte. Et auprès des professionnels aussi. Alors évidemment, heureusement, ça bouge. Quand je parle des professionnels, là, je parle des profs. Il y a évidemment, quand on intervient dans des classes en général, c'est qu'on a affaire à des profs qui aiment bien ce qu'on fait, qui considèrent la littérature jeunesse, etc. Mais il y a encore énormément de profs qui disent mais la jeunesse c'est pas de la littérature quoi, et qui disent oui c'est bien, ça leur permet de lire et du coup après ils liront de la vraie littérature. Mais ça reste quand même très très dénigré. Et oui, je pense que sortir de ce mépris là déjà et aller voir un peu ce qui se fait en jeunesse, ça pourrait déjà un peu faire avancer les choses du côté des prescripteurs. Hein. Et je trouve quand même que ça s'arrange. Parce qu'on a quand même, j'imagine, dans nos métiers, affaire à plein de prescripteurs qui adorent la littérature jeunesse, on ne va pas se mentir. Mais il y en a encore un grand nombre qui va la dénigrer, en tout cas en scolaire, beaucoup dans le milieu scolaire. Un des trucs qui peut faire changer ça, c'est quand la littérature jeunesse bascule aussi dans les prescriptions. C'est bête, hein, mais... Voilà. Il y a pas mal qui basculent en plus. Hein. On a des textes modernes qui basculent. Oui, tout à fait. Et ça se fait de plus en plus. Je sais parce que moi, j'en ai deux qui viennent un qui c'est déjà fait et un qui va basculer et où je me dis, ah ben tiens, voilà, ça veut dire aussi que ça peut être dans une liste de bac français sans que ce soit... Ah, mais c'est là... Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que moi, je suis une libraire jeunesse qui n'aimait pas lire quand elle était enfant. J'ai lu qu'à partir de 16 ans. Ouais, je détestais lire. Alors que ma mère me lisait des livres, j'avais tout eu ce qu'il fallait, mais j'aimais pas lire toute seule. Et j'ai lu Philippe Pullman, La Croisée des mondes, et ensuite je suis devenue boulimique, je suis devenue libraire, rien ne va. Donc je pense que c'est vraiment ça. Je pense que tout le monde a un livre qu'il doit rencontrer pour devenir lecteur. Là, mon papa, il a 65 ans, il n'a jamais lu, et maintenant il lit du jeune adulte. Il s'est pris de passion, bon, seulement s'il pleut, il lit, sinon il est dans le jardin. Mais anyway. Mais du coup, il lit que de l'ado. Et il est à la retraite, donc il n'y a pas de souci. Et il adore ça, en fait. Il s'est découvert qu'il aimait lire à 65 ans. Il n'y a pas d'âge, il y a pas d'âge pour lire. Et c'est vrai que oh là, l'idée que je voulais m'a passé... En fait, ça fait sens parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a eu un déclic parce qu'en fait, tu l'as vécu comme une expérience. Il y a eu une histoire d'amour, en fait, et tu as une histoire en particulier, tu as des souvenirs en particulier avec cet objet-là, en particulier. Tout comme, du coup, on pourrait en avoir pour d'autres médias ou d'autres moments dans notre vie qui nous ont marqués. Et généralement, en fait, c'est ça qui va nous faire basculer de notre côté. Moi, quand j'étais petit, je lisais pas de romans, j'avais vraiment du mal. Par contre, du coup, j'étais abonné Picsou Magazine, le journal de Mickey, je lisais toutes les BD qui pouvaient tomber. Progressivement, après, moi, j'ai continué vers le manga. Mais en fait, on a tous, je pense, un cheminement différent et un affect différent par rapport à ça. Et une chose importante, je pense profondément, en tout cas, c'est les retours qu'on a avec les écoles pour les professeurs un petit peu qui par exemple sur la BD, le manga, il y a un petit peu une scission entre les deux. Il y a un mariage qui peut être possible. Vous pouvez avoir très bien des œuvres imaginaires qui vont faire réfléchir et qui vont parler vraiment de faits de société et qui vont être utilisés par les enseignants pour discuter dans les classes. Nous, on traite beaucoup d'historique de patrimoine français à travers, par exemple, les mangas que l'on publie. On a toute une démarche fantasy, mais on va avoir des personnages historiques qui vont faire des apparitions et du coup qui peuvent être prétexte pour un cours de français ou d'histoire, par exemple. Et voilà, je pense qu'il y a une co-construction, mais qui concerne toute la chaîne du livre entre les libraires, les enseignants, les éditeurs, les auteurs, pour réussir en fait à se rendre compte, parce que ça commence par une prise de conscience sur oui, en fait, il y a des formats qui évoluent parce qu'en fait, il y a des nouvelles méthodes de consommation et aussi, tout le monde n'est pas égal face à sa capacité de lire.
Et je pense que la littérature jeunesse évolue aussi, et en ce moment, je trouve qu'elle évolue très très vite. Et pour le coup, le côté un peu élitiste, le regard qu'on a sur la littérature jeunesse, j'avoue que moi j'ai grandi là-dedans. J'ai été très grosse lectrice tout de suite, et j'ai lu tout de suite de l'adulte. Même il a fallu que ma maman se batte en me disant mais lis Harry Potter. Je suis mais non, c'est pour les enfants, j'ai 13 ans moi. Je lis du Christian Jacques s'il te plaît. Et en fait heureusement j'ai fini par ouvrir le livre, et au final je lis plus de littérature jeunesse maintenant que je suis adulte, parce que je me rends compte que j'y trouve vachement plus de choses, et c'est ce qui m'a poussée aussi à écrire. Et pour moi, quand j'écris un roman jeunesse, bon, j'en écris qu'un pour l'instant et adulte, donc avec la significativité statistique qu'il faut mettre derrière mon expérience, mais je me pose quand même beaucoup plus de questions qu'un roman adulte. Un roman adulte, on sait que le lecteur, il a du recul, et on peut avoir des personnages, des antagonistes, des personnages border, etc. On sait que le lecteur va faire la différence. Un roman jeunesse, en fait, j'ai fait un chemin arrière en me disant mais moi, de tout ce que j'ai lu, à 40 ans, j'ai eu le temps de me dire tiens, qu'est-ce que dans la société a mis dans ma tête, quelles sont les idées reçues que j'ai dû déconstruire, notamment sur la littérature jeunesse, et qu'est-ce que je ne veux pas retransmettre. Et du coup, quand j'écris Station Symbiose, je l'écris d'abord une première fois et je me dis ok, je relis, et le jeune, il va comprendre quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui va aller à la rescousse de ses parents. Ok, c'est cool, ça fait un perso agentif, ça aide à la construction de soi. Quand on est jeune, c'est vrai que c'est un moment où on a besoin d'avoir des exemples de mise en mouvement. Je crois beaucoup à la proactivité, c'est une compétence qui m'a beaucoup aidée dans mes vies professionnelles. Mais par contre, derrière, je veux pas que le message à la fin du livre, dans un inconscient en sous-couche, le jeune termine en se disant mais en fait, les parents, je peux pas leur faire confiance, ils seront peut-être pas toujours là. Voilà, qu'il y ait cette notion un peu d'insécurité. Et du coup, j'ai fait attention d'avoir des scènes et de bien faire comprendre à la fin du livre que les parents dans ce livre-là n'ont pas pu assumer leur rôle de parents pour X ou Y raison et protéger l'enfant, mais que c'est pas normal. Et que c'est chouette parce que la protagoniste, elle a réussi à faire face, mais que non, dès qu'ils peuvent, les parents, ils sont toujours là et ils sont derrière elle. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Et il y a plein de sous-couches comme ça que je suis allée travailler. Et en fait, vous ouvrez, mais il y a énormément de livres jeunesse où la profondeur du récit, si quelqu'un dans la salle n'a pas lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, lisez Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est des livres qui nous font du bien, même en tant qu'adultes. Et en fait, quand on va, en tant qu'auteur, chercher le plus fin, le plus profond, le plus précis pour les enfants, en fait, ça sert tous les lecteurs. Et le souci avec la littérature jeunesse, et ce que j'ai moi là quand je suis sur stand, c'est que les adultes arrivent en disant « Ah oui, c'est pour les enfants ». Non, en fait, c'est à partir de 10 ans. J'ai construit mon récit pour que votre neveu, votre petit-fils puisse le lire avec vous. Mais, et ce qui est cool, c'est que j'ai énormément de retours d'adultes aussi en me disant « Mais il est génial ». Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce regard de « Ah mais en fait, moi en tant qu'adulte, j'ai aimé ». Et c'est ça qu'il faut qu'on déconstruise en disant mais un roman jeunesse, c'est à partir d'un certain âge. Et tous les petits albums que je lis avec mes neveux et nièces, mais c'est incroyable. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pas encore la compétence de faire, parce que rédiger un album, je pense aux petites poules qui sont fantastiques. Il faut, en tant qu'auteur, être capable de faire un récit qui plaise à l'enfant, mais qui plaise à l'adulte qui le raconte. On écrit pour les deux publics. Donc voilà, c'est pas la littérature jeunesse d'un côté et la littérature classique adulte de l'autre. Non, la littérature jeunesse est beaucoup plus exigeante parce qu'elle est transgénérationnelle. Et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. Ouais, non, je t'écoutais, je me disais que je bosse pas du tout comme ça. Ouais, et c'est la diversité qui fait la richesse. Ouais. Mais en revanche, je suis d'accord avec ta conclusion. Donc, on peut pas parler même. Mais oui, je pense que le côté transgénérationnel, je suis d'accord. Et je trouve ça très bien. Moi, j'adore dédicacer un bouquin à la mère et la fille, ou sur 2 générations. Et ça arrive. Mais en revanche, je n'ai pas du tout toute cette réflexion d'écrire pour la jeunesse et de me dire qu'est-ce que je veux mettre, etc. En général, c'est juste que le personnage qui va émerger dans ma tête de façon un peu obsessionnelle, ça va être ou un adulte ou un ado, et que c'est un peu ce qui va définir quand même le démarrage est-ce qu'il va sortir en young adulte, maintenant on dit, ou en adulte. Mais je me pose pas forcément toutes ces questions, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression qu'à partir de 13 ans, on peut tout lire. Donc voilà, après avec un niveau de lecture différent bien sûr, mais qu'il n'y a pas
tu vois toute cette réflexion autour de qu'est-ce qu'on va penser de la normalité autour des parents, de tout ça. Moi, je me dis non, je leur laisse cette autonomie-là de faire leur chemin et le bouquin va venir raconter quelque chose, mais pas avec un message. Enfin, j'essaie de pas faire ça. Voilà. Surtout que toi, tes romans, ils sortent en grand format chez la jeunesse et en poche chez les adultes. Donc, dans tous les cas, on est sur les deux publics. Oui, tout à fait. Après, je pense quand même qu'il y en a qui sont qui peuvent commencer plus jeunes que d'autres, surtout. Voilà. Il y a le problème aussi. Alors, moi, je fais de la bande dessinée, donc je rajoute le côté image en plus qui peut vite poser problème. Là, j'ai enfin sorti une série BD fantastique, jeunesse, mais en fait, elle est catégorisée jeunesse parce que ça met en scène un enfant et mon style de dessin est catégorisé jeunesse. Or, cette BD, pour nous, elle est comme on va voir un film de Hayao Miyazaki, en fait. C'est à partir de 9 ans, mais il y a une lecture adulte derrière, il y a des thématiques qui sont complexes. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est marketé pour du jeunesse, donc du coup, on n'a pas la même publicité, on n'a pas la même mise en avant par l'éditeur, par les médias, etc. Et après, on se confronte aussi aux parents qui ont peur de cette lecture pour leur enfant, parce que on parle de sujets, dans ma BD, on parle de sujets comme le deuil, et on se dit, ah non, à partir de 9 ans, c'est un peu trop tôt, etc. Alors que ce sont des thèmes que les enfants demandent, en fait. Et du coup, il y a le problème des médias par rapport à la jeunesse, mais il y a aussi le problème des parents qui ont des espèces d'a priori. Non, mon enfant est trop jeune pour telle ou telle thématique, pour telle ou telle lecture. Alors que moi, je lisais des comics américains à 8 ans, avec des bastons et du sang. Je lisais des mangas, même du Dragon Ball Z à 9-10 ans, et on regardait déjà aussi les dessins animés à l'époque, dans les années 90. Donc il y a ce rapport aussi où les parents veulent être aussi un peu trop protecteurs dernièrement, et aussi les éditeurs. Je sais qu'en jeunesse, on nous demande souvent de corriger des mots qui vont être vite trop complexes, en mode ah non, ce mot-là, l'enfant ne va pas le comprendre, alors que la lecture est faite pour apprendre les mots, en fait. Et aussi en dessin, on me dit souvent ne fais pas le personnage de dos, car l'enfant ne va pas comprendre que c'est le personnage. Voilà. Donc c'est compliqué de faire lire les jeunes et de leur donner envie quand on a aussi des éditeurs qui nous empêchent de faire les livres qu'on veut, en fait. Parce qu'il y a cette espèce d'étiquette jeunesse qui nous... on se dit, ah non, on peut pas aborder telle thématique parce que c'est pour les 10 ans, alors que non, en fait. Enfin, c'est, Ouais, mais je pense qu'en fait, il y a un vrai mépris. D'ailleurs, c'est classique, mais quand on parle de mépris pour la littérature jeunesse, je pense que c'est aussi parce qu'il y a un mépris pour la jeunesse. En fait, c'est la façon dont on la considère ou qu'on la déconsidère et qu'on la pense pas capable de comprendre qu'un personnage de dos, c'est le même que... Non, mais c'est hallucinant, quand même. T'as 6 ans, tu es bête, d'après les éditeurs. Écoute, que veux-tu ? Moi, quand... il y a une phrase, c'était Cécile Duquesne qui a une école d'écriture et qui faisait un focus sur la littérature jeunesse et qui a une phrase qui m'a marquée. C'est un jeune, c'est un adulte en devenir. C'est un adulte en devenir et en fait, c'est pour ça quand j'écris pour la jeunesse, j'écris avec en pensant à ça, à cet adulte-là. Et tu vois, sur le vocabulaire, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai pas ce souci-là avec mon éditeur. Il y a un mot compliqué. En fait, le livre est là pour ça. Et à la limite, la différence entre une écriture pour moi, jeunesse et adulte, c'est qu'en adulte, je vais pas me soucier de est-ce que le contexte permet de comprendre le mot, etc. En jeunesse, je vais prendre le temps avec mon éditrice de corriger pour qu'en fait, le contexte permette de comprendre le mot et que le jeune acquiert le vocabulaire et sans avoir besoin que ça le sorte pas de sa lecture. Parce que je suis complètement d'accord avec l'immersion et du coup le côté technique est un peu plus délicat en jeunesse et qui pour moi est plus exigeant, c'est que je me demande beaucoup plus souvent est-ce que là je sors pas la lectrice de son texte, est-ce que je suis toujours bien dans l'immersivité, et c'est vrai que ça sera sur un adulte, ce sera plus facile parce qu'on a plus de vocabulaire que sur un jeune, mais en fait il y a plein de techniques qui permettent, au contraire, moi s'il n'y avait pas eu les livres, c'est eux qui m'ont appris le vocabulaire. Petit terme technique, d'ailleurs, on appelle ça le flow. Le fait de vraiment rester dans l'univers, dans l'immersion. On appelle ça le flow. On retrouve dans le jeu vidéo aussi beaucoup avec toutes les techniques d'immersion. Et il y a un élément que je trouve rigolo, c'est... du coup, moi, je suis enseignant à côté. Et en fait, j'ai plein d'étudiants qui ne lisent pas, sauf un genre en particulier, qui est très niche, c'est le JDR. Parce que du coup, ils font entre eux énormément de jeux de rôle. Jeu de rôle, pour ceux qui connaissent pas. JDR, jeu c'est de rôle. Du principe que tout le monde connaissait. Jeu de rôle, effectivement.
Donc en fait c'est un livre, enfin vous lancez en fait autour d'une table un jeu autour d'un univers. Vous avez un narrateur qui s'appelle le maître du jeu, et en fait les autres joueurs sont incités à co-construire l'histoire avec le maître du jeu. Et en fait ce qui se passe, c'est que autant le maître du jeu que les joueurs peuvent se référencer à ce qu'on appelle des bibles. Alors c'est le travail de référence le plus compliqué d'écriture, au-delà de la scénarisation confondue, de l'écriture d'un roman, c'est dans son jus le format le plus compliqué. Et en fait, pourquoi est-ce que du coup ils se mettent à lire donc c'est des énormes bouquins, vous avoir des livres de jeux de rôle qui vont faire 400, 600 pages, 800 pages. Mais pourquoi est-ce qu'en fait, du coup, ils se mettent à dévorer en fait l'univers derrière? C'est parce qu'en fait, à un moment, lors de la partie, ils se sont mis à incarner les personnages et à vivre en fait l'histoire avec les autres personnages. On a une autre forme de littérature qui revient là progressivement, qu'on appelle, autre mot, la littérature ergodique. C'est la littérature, en fait, par exemple, tous les livres dont vous êtes le héros, sur lesquels vous devez faire des choix, littérature ludique, vous avez en fait c'est une alternative. Vous avez pas mal de personnes qui du coup n'aiment pas trop lire de la littérature imaginaire classique, mais parce que du coup il y a le côté un petit peu ludique derrière qu'on retrouve aussi dans le jeu de rôle, et d'ailleurs c'est marrant, mais les techniques d'éducation de plus en plus utilisent le jeu pour apprendre et se former au niveau de plein de compétences. Du coup vous avez plein de jeunes qui se mettent à la lecture. Et puis là, on parle de littérature, mais c'est pareil, sur le jeu, on peut avoir des avis un peu, oui, le jeu, etc. C'est mon côté biologiste qui parle, mais en fait, toutes les espèces apprennent par le jeu. Et on a un mammifère comme un autre, et c'est un levier très, très puissant pour l'apprentissage. C'est hyper important. Et d'ailleurs, une des solutions qui était prônée par l'étude, c'était de faire de plus en plus d'ateliers aussi en école, etc. Mais en même temps, derrière, ils coupent le budget du pass culture. Donc du coup, il y a le côté faire lire de la jeunesse, c'est bien, mais il faut aussi donner le budget, en fait. Et ça devient compliqué. Donc heureusement, on a aussi des festivals aussi, comme la Comédie du Livre, qui proposent des conférences, des ateliers. Mais ça devient de plus en plus compliqué, en fait. Alors que justement, le jeu, tout ce qui est choses ludiques, etc. Vas-y. Justement, pour rebondir, on s'est rendu compte que dans les albums jeunesse que l'on propose, quand on inclut des jeux, le livre se vend beaucoup plus, et en fait ça fait les parents arrivent davantage à convaincre l'enfant de ça lui plaît ou ça lui plaît pas, et du coup en fait le fait que le livre contienne des jeux, ça va progressivement amener vers le fond du livre, la littérature, l'univers, etc. C'est un vrai outil, c'est devenu un vrai outil aussi de vente pour convaincre et en même temps pour adhérer à l'univers, à l'histoire du livre. Le jeu, et c'est vrai que tout le transmédia, qu'il soit souhaité ou pas, mais il y a, quand on parle de livre coup de cœur, moi, un de mes livres coup de cœur gamine, ça a été Arsène Lupin. J'ai pas eu besoin de la série, je suis tombée dessus et gros coup de cœur. Mais aujourd'hui, on sait que quand il y a eu la série Netflix Arsène Lupin, il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui d'un coup sont mis à dévorer Maurice Leblanc. En tête de gondole, hein. Et c'est génial. Et c'est vrai qu'il y a plein de ponts entre, parce qu'on se construit des univers, on se construit grâce aux univers nous-mêmes, et du coup entre le jeu, les films, les BD, les jeux vidéo, il y a des romans qui sont faits sur des univers de jeux vidéo, et les premiers lecteurs sont effectivement, ils commencent à jouer aux jeux vidéo, et après ils ont envie, ils ont le livre et la culture, on a ce côté référentiel commun, il y a le côté social dans le jeu qui est, on est tous autour d'une table, et du coup on se crée un univers ensemble, et il y a ce côté social qu'il n'y a pas toujours dans la lecture, juste moi et mon livre. Et on le voit aussi aujourd'hui avec le phénomène Booksta. Dans mes amis, mon ami prof de français m'a dit, mais en fait, Booksta, en fait, ça nous aide, nous, profs de français, aussi. Alors, ça donne un côté un peu performatif, et il y a un côté un peu objectif. Instagram, ouais, voilà, c'est Booksta, tu fais bien. Toutes les trends, les jeunes qui se filment en fait en train de lire, qui donnent leurs avis. Enfin, j'avoue que mon premier roman, donc adulte, mais a été lancé par une toute petite maison d'édition, et on en a vendu bien plus que ce qu'on espérait, parce que des personnes l'ont pris et ont fait des vidéos en disant, mais ce livre il est trop bien, je l'ai vu là, et moi en festival j'ai vu des gens dire, ah mais oui, je l'ai vu passer la couve sur les réseaux, ah oui, elle en a dit quelque chose de bien, et en fait il y a une interaction sociale de je vais lire quelque chose que quelqu'un a lu, et du coup on va pouvoir discuter ensemble, et on construit aussi une société. On partage une expérience en commun qu'on souhaite en plus partager.
Donc quand on est sur des modèles de restrictifs de les parents qui disent non, c'est pas de la vraie littérature, du coup on a moins envie de partager. Donc du coup on va plus subir les choses comme de la douleur, tandis que sur ce format-là, on va échanger avec les amis et on va pouvoir échanger l'interprétation, les angles de vue, etc. D'où le fait que par exemple autant de jeunes par exemple, vont pratiquer du jeu vidéo et non pas du livre, parce qu'en fait dans le jeu vidéo ils vont faire leur propre expérience, ils vont faire des choix que d'autres camarades n'ont pas fait. Et Pour rebondir sur... maintenant, il y a plein de nouveaux prescripteurs. En fait, il n'y a plus que l'école. Il y a tous les Bookstagram, TikTokgram, ce que vous voulez. Et nous, en librairie, on a eu un accident, on va dire, d'un livre qui était paru depuis très longtemps et on nous l'a demandé toute la journée. Et nous, comme on est un peu neuneux et qu'on ne fait pas trop les réseaux sociaux en général, on était là, c'est pour l'école. Et en fait, non, ça avait été quelqu'un sur Instagram qui a parlé de ce livre qui est paru il y a des années, qui n'avait eu aucun succès. Et il est dans les meilleures ventes depuis. Ça va faire 5 ans. Et en fait, cette personne sur TikTok qui a parlé de ce livre, on ne sait où, on ne sait comment. C'était quoi ce bouquin ? Et ils meurent tous les deux à la fin. J'aime bien le titre. Spoiler. Et en fait, c'est des nouveaux prescripteurs où nous, on les avait pas vus venir. Mais maintenant, il faut aussi se tenir au courant de ça. Et ça touche particulièrement la jeunesse parce que c'est les réseaux sociaux. C'est leurs réseaux sociaux. J'ai même les chiffres, si on veut, d'ailleurs. Dans l'étude du CNL, du coup, ils en parlent que les premiers prescripteurs, c'est les parents. Ensuite, forcément, c'est les libraires, les bibliothèques municipales. N'oublions pas nos bibliothèques. Mais tout ce qui est YouTube et BookTok en cumulé, c'est 28%. Et ça passe à 51% chez les 16-19 ans en recommandation. Donc, on blâme les écrans, mais au final, les écrans sont aussi ceux qui permettent la découverte, en fait. Donc, il y a tout ce qui est BookTok, donc pour TikTok, etc. Bookgram. Bookstar, ouais, c'est Bookstar. Pour Instagram, mais au final, il y a toute une espèce de trend de nouvelles personnes, souvent de jeunes femmes en plus, qui n'ont même pas la vingtaine, qui recommandent des livres, etc. Or, ça touche surtout de la romance, j'ai l'impression. Non, franchement, il y a de tout. Il y a beaucoup un peu de d'ados, tout. Par contre, j'ai vu tout. aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de l'effet inverse des BookTok qui ont relancé la trend des éditions collector, avec, vous savez, les belles tranches peintes, etc. Contre, et où, du coup, ça pose un souci de la collection, du capitalisme, etc., mais aussi même du prix du livre, où il y a 2 livres qui sortent, une version collector qui va être plus chère, une version poche, et il y a une espèce d'envie d'avoir et de posséder et d'être celle qui l'aura en premier, etc. Donc, c'est un peu plus complexe, quoi. Mais... Après, moi, je me pose quand même une question. Là, en vous écoutant, je me rends compte que je suis très... Pas sur Bookstar. Que j'y connais rien, vraiment. Et je me pose la question, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment pas envie de m'y intéresser que je dis ça, ou est-ce que c'est parce que vraiment je le pense ? Mais est-ce que, en tant qu'auteur, j'entends qu'en tant que prescripteur, ce soit important de s'intéresser à ces réseaux, à ces nouvelles façons de promouvoir le livre. Surtout qu'on n'a pas le choix, en fait. Mais en tant qu'auteur, je suis pas sûre qu'il soit nécessaire de s'y référer pour écrire et pour moi j'ai pas envie de me dire tiens, je vais écrire un bouquin mais dans l'espoir que ça va plaire à telle booktubeuse qui va le mettre en avant. Ça serait catastrophique, quoi. J'ai l'impression que puis tu peux jamais savoir ce qui va leur plaire. En plus je te dis, là, c'était un vieux livre qui avait fait... Enfin, vieux livre, on s'entend. Il n'avait pas 10 ans non plus, mais non, un peu plus. Mais voilà, c'était totalement inattendu. En fait, tu peux jamais savoir sur quel influenceur, parce que c'est pas celui qui a 10 abonnés, évidemment. Enfin, ça peut flamber sans raison, je pense. Enfin, après, c'est mon avis de non-autrice. Je pense pas du tout que ce soit quelque chose où tu dois faire de la veille ou je ne sais quoi. Après, sur les réseaux, je sais qu'il y a des auteurs qui le font. Il y a des auteurs et des autrices qui sont très, très présents, qui ont aussi leur compte follower, etc. Mais... Oui. Et puis il y a le côté de compenser le non-média qu'on a aussi en jeunesse, de se dire si les médias veulent pas parler de nous parce que nous on n'est pas sur les plateaux de France 2 ou France 3, on va essayer de prendre en main cette publicité-là aussi, mais comme tu dis, c'est impossible à savoir ce qui va leur plaire, ou il suffit, comme d'habitude, d'avoir la bonne chance. Oui, voilà, et puis moi j'ai l'impression que quand on est dans le travail d'écriture, faut pas trop se questionner là-dessus, quoi. Voilà. Il y a 2 choses en fait avec le fait d'être en tant qu'auteur, autrice sur les réseaux. En fait, il y a ce côté effectivement de je connais la trend ou qu'est-ce qui s'y passe. Bon, honnêtement... Excuse-moi, il faut que je te demande, c'est quoi une trend? Oui, la trend, excuse-moi. Une tendance. C'est la tendance. Voilà. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Non, me dites pas que je suis la seule à pas savoir ce que c'est une trend. Ah non. Non. Ah non. Voilà. Non, il y en a derrière, ils connaissent pas, je vois. C'est vrai que
là aussi, le langage a ses propres, a ses propres bulles de... Enfin, ouais, j'oublie. Je manie un peu plus là-dedans. Mais en fait, une tendance qu'il y a en tant qu'autrice, il me faut 2 ans, 3 ans pour écrire un livre qui soit publié, etc. Le temps que je le fasse, ça sera fini. Et effectivement, moi, je crois beaucoup à la diversité des propositions. Et dans mon entourage, en tout cas, je connais pas beaucoup d'autrices ou d'auteurs qui écrivent vraiment en se disant ça marche, donc je vais écrire ça. Un livre, c'est quelque chose de tellement personnel qui jaillit, comme tu dis, voilà. Après, il y a le fait d'être sur Instagram en tant qu'autrice, de communiquer. Là aussi, moi, j'aime bien de savoir qu'il y a des auteurs et des autrices qui sont sur Insta et qui, effectivement, vont s'en servir comme un outil de commercialisation qui peut aussi aider des petites maisons d'édition ou des petits auteurs émergents à vendre. Il y a le phénomène inverse où il y a des éditeurs qui vont chercher des personnes qui ont des énormes communautés qui leur disent « Ah bah tiens, ici, t'écrivais un livre. » Et c'est sûr que le livre, statistiquement, il fait des ventes de ouf. Et c'est un business model. Et en général, il n'y en a pas un deuxième. Voilà, et en même temps, ça permet aussi de rapporter des sous à la maison d'édition qui pourra éditer peut-être des plus petites plumes. Donc, il n'y a jamais rien de noir ou blanc. Mais c'est vrai que c'est encore autre chose d'être ou pas sur les réseaux pour vendre que d'être ou pas sur les réseaux pour regarder qu'est-ce qui fait parler. Moi, c'est vrai que sur les réseaux, au démarrage, ça m'a énormément aidé parce que c'est là où j'ai vu des personnes qui m'ont fait des retours, où je me suis dit, ah tiens, je comprends que moi, mon livre, je fais un livre et puis je le pose. Et au final, chaque personne va se l'approprier différemment. Recevoir la critique en tant qu'autrice, quand on démarre, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et c'est vrai que les réseaux permettent une multiplicité. On n'est pas au départ invité dans beaucoup de salons, on n'est pas connu, donc c'est pas toujours en salon qu'on a les premiers retours. Et les réseaux m'ont permis ça, d'avoir des retours qui à la fois m'ont aidé à me dire bon bah ça a l'air d'aller, je peux continuer à publier, à écrire je continuerai forcément, mais à publier. Et puis aussi de dire bon bah voilà le même texte, il y a une personne qui va me dire noir, une personne qui va me dire blanc, et en fait ça dit beaucoup plus de la personne. Il faut que j'apprenne aussi à me lâcher, enfin à relâcher. Après, une fois que j'ai donné le texte au monde, il est plus vraiment à moi. Du coup, je ne sais plus. J'ai dérivé sur le sujet. Oui. Après, voilà. Après, à part si vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé aussi, après, pas plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'à peu près. Dans l'étude, oui, il précise que beaucoup d'élèves savent lire, mais n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent, en fait. Et du coup, là, c'est encore un autre questionnement Oui, en 6e, ouais. Oui. Alors, je crois qu'il y a une... Oh. Ouais. Décidément, voilà, ça y est. Donc, effectivement, moi, ce qui m'interroge beaucoup dans votre discussion, c'est la place du bibliothécaire est complètement squeezée. Pour ma part, on a entendu 1 ou 2 fois parler de ce métier-là. Je trouve que c'est un métier des plus importants parce que souvent, alors forcément, je l'exerce. Et je pense que je suis pas la seule dans la salle. Nous, on va lire dès la crèche. Donc effectivement, la musicalité des mots dont vous parliez au départ, voilà, on essaie d'intervenir dans tous les pans de l'école avec les moyens qu'on nous donne qui sont de plus en plus peau de chagrin. On essaie de faire, voilà, d'inviter des auteurs autant que possible pour faire la rencontre et pour être justement au cœur de tout ça en fait, et d'avoir le déclencheur du livre qui va faire que l'enfant va devenir un adulte lecteur. Et je trouve que c'est dommage on est de plus en plus oubliés en fait. Dans les festivals, dans les salons, on est plus là. Alors moi, je pense que si on n'a pas parlé des bibliothécaires, c'est parce que c'est tellement évidemment nos alliés
Et c'est tellement pas là que ça pose problème que, enfin, pour nous, quoi. Mais justement, ça devient une telle on évidence est plus aller vers là où on pourrait bouger des choses. Mais du coup, évidemment. nous, en tant que bibliothécaires, vraiment, moi, je travaille en milieu rural en plus, donc voilà, donc c'est vraiment des volontés politiques locales qui font qu'on arrive à survivre et qui font qu'on arrive à créer des partenariats ensemble. Et c'est de plus en plus difficile, en fait. Et notre invisibilité, parce que évidente, fait que on passe à la trappe, en fait. Et on est en train de devenir un métier qui meurt, vraiment. Oh. Parce que suite au Covid, où on n'a pas été déclaré essentiel, les libraires l'ont été, et c'est très bien et c'est parfait. C'est pas ça qui est remis en question, mais les bibliothèques n'ont pas été déclarées essentielles au moment du Covid, et tout a changé, en fait. Et maintenant, on devient invisible complètement, et ça va disparaître. Il va y avoir, oui, les bibliothèques vont disparaître dans les petits villages, en tout cas en milieu rural. Il va y avoir des têtes de réseau, il va y avoir des grosses structures, mais les petites sont en danger, vraiment en danger. Si je peux alimenter ce que vous disiez, parce que nous on travaille avec des médiathèques et des bibliothèques, je reviens sur la dimension d'expérience que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, si on fait une dédicace avec un auteur dans une bibliothèque ou médiathèque, juste comme ça ne suffit pas. Parce que s'ils ne connaissent pas le livre, ils ne connaissent pas l'auteur, pourquoi est-ce qu'ils iraient le voir? Donc généralement, on va l'associer avec un événement, avec un atelier. En fait, ils vont venir pour apprendre des choses, s'enrichir. Alors souvent, les parents du coup sont bien contents aussi de les amener quelque part pour que les enfants fassent des activités. Et en fait, ça leur permet par ce biais-là, de rencontrer les personnels de la médiathèque, rencontrer les lieux, comprendre un petit peu tout ce qui s'y trouve, est-ce que la médiathèque ou la bibliothèque pourrait y proposer par la suite. Et 2, ça permet d'associer ce que je disais tout à l'heure, une expérience, par exemple, concrètement, nous, ce qu'on fait sur le manga, par exemple, on apprend à scénariser, à dessiner. Donc, du coup, on fait venir des auteurs pour ça. Et du coup, à côté, on parle du livre en question qui est lié à l'auteur. Tout ça, on le fait au quotidien. Des ateliers comme ça, on les mène même avec les enseignants. On permet, souvent les bibliothèques financent quand le pass culture ne le permet pas, notamment en primaire. Les bibliothèques financent les rencontres avec les auteurs pour que la rencontre ait lieu, et tout ça c'est mis en place dans la plupart des bibliothèques, qu'elles soient la plus petite. Nous, on est dans un village de 1300 habitants. Autant vous dire qu'en termes de budget d'acquisition, on est à 2 € par an par habitant. Donc on n'est pas et on arrive quand même à faire venir des auteurs, et on arrive quand même à faire venir à avoir du public. Mais c'est un acteur qui est de plus en plus oublié parce que évident, et pourtant il fait partie du circuit du livre, et voilà. Alors par les auteurs, il n'est pas oublié, hein. Non, mais on bosse principalement avec les médiathèques, les bibliothèques, donc. Ouais. Est-ce que je dois dire les librairies non plus, ce que vous achetez chez nous? Bam. Après, moi, pour faire le mea culpa, puisqu'on vous a oublié sur cette rencontre, je pense que les médiathèques, les bibliothèques, vous êtes le premier pas vers la lecture, parce que c'est gratuit. Ah oui. Faut quand même y penser, parce que les livres, c'est un budget. On a beau les aimer, c'est un SMIC quand même, hein, donc ça augmente chaque année. Donc je pense que vous êtes vraiment le premier pas. Vous êtes l'endroit où on peut passer du temps, on peut s'asseoir, parce qu'en librairie, c'est pas censé être prévu pour ça, même si on a un petit espace quand même. Vous faites beaucoup de rencontres. Moi, la plupart des rencontres que j'ai, elles sont par vous. Donc, il y en a beaucoup. Et vous faites toujours des lecteurs, des bébés lecteurs, des lectures pour tous les âges, etc. Donc, je pense vraiment, oui, que vous êtes un élément essentiel. Après, ici, on se concentrait sur les problèmes. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Vous, vos problèmes, c'est les budgets. On peut le dire, je crois. Et la visibilité, du coup. C'est ça. Voilà, le principal budget, c'est vrai qu'en milieu rural, ça va être le budget principalement, puisque maintenant, c'est peau de chagrin. Tout à fait. Et puis c'est l'invisibilité dans la chaîne du livre. En tout cas, pour ma part, et en milieu rural. Et c'est comme on disait au début, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi je ne serais pas là et je ne serais pas ingénieure s'il n'y avait pas eu une bibliothèque à côté de chez moi. Parce qu'un livre, aujourd'hui, on a beau être de la culture, on est dans une dimension très... une filière capitalistique qui doit générer du chiffre. Un livre, ça coûte cher. Du coup, comme je disais au début, c'est qu'il y a des milliers d'adolescents différents qui chacun vont avoir un coup de cœur unique, donc qui doivent rencontrer plusieurs livres avant de trouver le bon. Mais en fait, à 20 € le livre, c'est pas possible d'en rencontrer plein. Et s'il n'y a pas les bibliothèques, quand on se demande
Comment faire lire les jeunes ? En fait, la bibliothèque, c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais c'est le lieu évident parce que c'est le seul lieu où un jeune peut aller rencontrer plein de livres sans aucune limite, et de limite pécuniaire. Et même de stress, parce que moi, j'empruntais des tonnes de bouquins, je les ramenais, que je les ai lus ou pas, je sentais pas le regard de est-ce que tu l'as lu, est-ce que tu l'as pas lu, est-ce qu'il t'a plu ou pas. Enfin, j'avais une certaine autonomie et la médiathèque de Chambéry, ça a été mon premier lieu de liberté. C'était hyper important. Et les bibliothèques aussi ont l'avantage que on peut lire sur place. Et du coup, les parents qui sont un peu contre les mangas, contre les BD, les enfants peuvent lire sur place, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Attendez, il y a une dame là-bas qui voulait parler. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, je voulais juste rebondir sur une chose, les ados qui lisent moins. J'ai des enfants qui, effectivement, surtout ma fille qui lisait énormément, arrivée au lycée, elle lisait plus parce qu'elle avait trop de lectures. Les lectures des exercices, les lectures de tout son travail. Et il faut du temps pour lire. Et c'était pas parce qu'elle n'avait pas envie. Justement, c'est une lectrice des petites poules. Et moi, je me souviens de Mathilde à 7 ans devant Christian Jolibois. Je les regardais. C'était l'auteur et sa lectrice qui se parlaient, mais c'était jouissif. Hein, parce que justement, Les Petites Poules, c'est un livre qui donne accès aussi à l'art. Dans Les Petites Poules, la Bête et le Chevalier, on voit quand je lui ai lu, c'était un livre qui lui avait été offert, hein, je ne l'avais pas choisi, et je lui ai dit, mais tu sais, ça, ce sont les chasseurs dans la neige de Bruegel. On est allé chercher le tableau, mais c'était magique, parce que ça ouvrait vraiment tout un pan de la lecture que je n'avais pas imaginé du tout. Et alors, je suis aussi une maîtresse à la retraite, et grâce à ma fille, qui n'était pas dans la même école que moi, j'ai pu faire avec mes élèves le prix Chronos. Et grâce aussi à la bibliothèque, parce que c'était la bibliothécaire qui l'avait proposé à la maîtresse de Mathilde. Mais alors, ça, c'était magique, parce que ce sont 4 ou 5 livres sur le thème du grand âge et de l'enfance, de la communication entre les enfants, donc soit de maternelle, soit de primaire. Enfin, c'est vraiment par créneau d'âge. Et il y avait des rencontres entre les grands-parents des enfants et les enfants lecteurs. J'avais un CM1 à l'époque, et donc pour chaque livre, on se retrouvait à la bibliothèque, et entre les grands-parents et les enfants, chacun disait ce qu'il en avait pensé, ce qu'il avait trouvé. Et je me souviens d'un grand-père qui avait dit, mais ce livre, il est là pour nous dire, parlez avant qu'il soit trop tard, racontez votre vie, racontez votre histoire. Mais c'était d'une beauté. Et c'est vraiment ça, c'est un échange. Je pense aussi que les grands-parents peuvent aussi raconter des choses, montrer ce que eux, la comtesse de Ségur par exemple, c'est quelque chose complètement oublié maintenant. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et maman avait acheté ça à Bécassine, à mes enfants quand ils étaient petits. Non, la lecture, c'est la vie, c'est l'histoire, c'est l'art, c'est tout. Merci à vous tous. Bonjour, moi je représente un autre métier de médiation du livre, c'est les professeurs documentalistes en collège et en lycée. Alors en collège c'est facile. Merci à vous. En collège c'est très facile de les faire lire. Voilà. Je viens d'arriver au lycée, c'est très compliqué effectivement parce que mais même les profs de français le disent, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils sont obligés de se taper des livres qui ne sont pas faciles. Là, à la rentrée ça va être Poubouille et Le Chevalier à la Charrette, par exemple, qu'on leur propose, donc c'est compliqué. Et ils sont là pour étudier la langue, donc c'est une autre. Et effectivement, au lycée, on voit les élèves ne lisent plus. Et le deuxième problème, mais que tout le monde connaît, c'est que les budgets des CDI ont été divisés par 2, voire par 3 ou 4. Et que je suis d'accord, il faut trouver le livre déclencheur. Et quand on l'a trouvé, même si au lycée ils lisent plus, ils y reviennent. Mais pour le trouver, il faut un sacré budget.
Oui, et la chute de la lecture en fait au lycée ou même dans la vie active. Hein. Même moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a un moment, j'ai beaucoup moins lu, j'ai beaucoup moins écrit. Mais ça, c'est pas. Quand on a eu ce plaisir-là, quand on a eu ce coup de cœur, ça revient. C'est pas ça le souci. Il y a un moment, il faut pas mettre trop de pression. Mais clairement, et d'ailleurs, quand vous disiez sur les lectures en milieu scolaire, c'est Clémentine Beauvais qui fait de la recherche et qui disait des élèves qui lisent du young adulte en rédaction ont des meilleurs scores sur la langue, etc., que les élèves qui ont fait les œuvres classiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'un et que l'autre... Enfin, c'est pas tout noir. Il faut les deux. Mais du coup, il faut les deux aussi. Et il faut reconnaître les atouts de la littérature jeunesse, young adulte, aussi en complémentaire de ces gros classiques. Un classique, si vous en faites un classique, un truc plus fun, enfin, voilà, vous équilibrez. Et là, vous avez toute la culture commune, le langage, voilà, vous acquérez des compétences différentes et c'est ça qui est important. Et pour parler du budget, je voulais rebondir. Donc, il y a les budgets bibliothèques, les budgets CDI, les budgets Pass Culture qui ont été enlevés. Et parce que le Pass Culture, c'est pas que aller acheter des mangas, comme c'est souvent dit dans les librairies, c'est aussi faire venir les auteurs et autrices dans les écoles. Et il y a aussi le budget dans l'édition jeunesse. Donc, il y a eu des rachats, sans dire des noms, par certains milliardaires. On peut. Voilà, qui ont fait qu'il y a eu des budgets en moins. Il y a aussi des budgets en moins dans les magazines. Donc, par exemple, là, il y a Julie Magazine qui s'arrête. Donc, on a encore Spirou qui existe encore, mais tout ce qui est un peu mensuel, qui peuvent faire découvrir plusieurs BD à des enfants, ça commence à perdre de l'argent. Déjà qu'on n'est pas très bien payé en jeunesse comparé à la littérature adulte. Ça commence à être un peu compliqué. Donc je pense qu'un des premiers, une première solution de faire lire les enfants, c'est donner de l'argent. Oui, voilà. et juste par rapport à ce que tu dis, non, en fait, en adulte, ça dépend des maisons d'édition. Non, mais vraiment... mais ça battra jamais les tarifs du scolaire jeunesse, hein, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà, je pense que tout baisse et que... Voilà. Oui, moi je sors de budget. Ma formation est autre. Je suis à la retraite. J'étais orthophoniste et surtout je me suis occupée d'enfants sourds très profonds qui accédaient très mal au langage. Et je puisse ressentir, j'ai eu le temps, parce que j'ai travaillé tout le temps dans ce domaine-là, et j'ai eu le bonheur de voir les choses évoluer, notamment avec le fait qu'ils entendent mieux, mais aussi le fait qu'on les prenait très tôt. Et on les prenait avant 1 an, à partir de 85, quand on a eu un dépistage à la naissance des surdité, on a commencé à les prendre beaucoup plus tôt. Puis il y a eu l'implant cochléaire. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais à cette occasion, je voudrais revenir sur la notion que vous avez évoquée et qui est le point de départ de tout, c'est la fameuse lecture partagée. C'est le point de départ de tout, mais tout le monde ne met pas la même chose sous ce concept. Pour ma part, je pense que c'est la projection de ce qu'a été le début du langage oral, c'est-à-dire une conversation avec quelqu'un. Vous avez souligné quelque chose de très important, c'est le mal que vous avez eu à renoncer à la relation de communication avec maman et de se retrouver tout seul avec le livre. Ça prend toujours un peu de temps. C'est pas pathologique du tout, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, c'est ça. Et quand on commence à faire lire un enfant, à vouloir l'amener vers la lecture, c'est une conversation qu'on a avec lui sur le livre, avec des échanges. Et c'est lui qui peut gérer l'échange par moment, et c'est comme ça que ça démarre. Il y a quelqu'un qui l'avait très bien senti, c'est Daniel Pénac, puisque en fait, il a trouvé comme solution à ses élèves qui ne lisaient pas le fait de leur lire en classe. Et au miracle, ça a marché. Ils se sont mis à lire. Alors je crois qu'effectivement, peu importe qu'on parle de la mort, qu'on parle de n'importe quoi, moi avec les enfants sourds, j'ai été drôlement étonnée. On parlait de trucs, je trouvais que tout était trop difficile pour eux. Mais si j'arrivais avec une encyclopédie de sciences naturelles, croyez-moi, ça marchait très bien. Et ils en redemandaient. Bon, à n'importe quel âge.
Et je pense que Daniel Pénac a fait des émules parce que il est remarquable cette. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moi, j'ai affaire à plein de professeurs qui font ça, y compris avec des élèves qui ont. L'éducation nationale, pendant quelques années, avait institué un moment de lecture. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui. C'est toujours le cas. Et effectivement, aujourd'hui, je fais du bénévolat et je heurte à des élèves qui préparent le bac de français. Et qui arrivent et qui disent aux profs de maths il faut m'expliquer le problème, je peux pas le faire. Eh ben, le prof de maths dit lis ton problème. Ah mais je peux pas parce que quand je lis je comprends rien. Et ce que je trouve moi aujourd'hui, enfin moi je fais pas les maths, hein, mais aujourd'hui quand je vois des élèves de 16 ans qui butent et tout ça et qui ratent leur sujet de rédaction, c'est que par exemple je vois un truc. C'est que s'il y a un dialogue, s'il y a dans la lecture, un moment d'échange entre les gens, ils n'utilisent pas ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que nous faisons spontanément. C'est-à-dire que quand nous menons une conversation avec quelqu'un, on l'amène de notre propre point de vue, mais on a présent en nous le point de vue de l'autre et on réajuste sans arrêt. S'il y a un dialogue dans un texte, paf, ils bougent plus, ils comprennent plus rien, parce qu'ils n'arrivent pas, certains, à mettre en jeu spontanément cette espèce de va-et-vient entre l'esprit de l'autre et leur propre esprit pour continuer à dialoguer. C'est quand même un sacré problème, ça. Hein ? Et ça se trouve, c'est pas qu'une question de vocabulaire. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre des mots. Hein ? Il faut avoir une expérience de la conversation et une expérience très précoce de la conversation. Alors moi, je voulais réajuster la lecture partagée, c'était tout ce que je voulais faire. C'est très pertinent parce que toute la partie interprétation qu'on peut avoir dans un ouvrage va justement faire partie de l'échange qu'on va pouvoir avoir. Voilà. Et le fait c'est comme tout, hein, même quand on apprend un cours. Moi, je me rappelle, mon frère, du coup, il apprenait ses cours, il nous les racontait. Et en fait, juste le fait de le verbaliser et d'expliquer, en fait, on apprend en même temps qu'on dit. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, au-delà de l'échange, c'est qu'en fait, il y a, certes, du coup, certaines statistiques du coup relèvent moins de lecture. Par contre, il y a une forte hausse, j'ai pas les chiffres, mais il y a une très forte hausse de la lecture audio. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui, à défaut d'avoir du temps pour se concentrer et prendre un moment pour lire le livre, vont écouter en même temps que du coup, peut-être ils vont faire autre chose ou sur lequel ça libère un temps de cerveau. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est qu'il y a une consommation qui est un peu différente aussi, via l'audio. Merci pour cette intervention qui est juste super intéressante. Voilà, je commence par ça parce que c'est passionnant. Donc, tellement de choses entendues. Donc, je vais essayer de retrouver ma question. Par rapport aux écrans, on a commencé en disant qu'il ne faut pas blâmer les écrans et ça fait du bien à entendre. Mais, j'ai un petit mais personnel. Justement, vous venez de le dire, c'est par rapport au temps d'attention. Est-ce que cette étude ou n'importe quel document, est-ce que là, de votre expérience personnelle à tous, vous auriez quelque chose, parce que je trouve quand même, les écrans apportent de l'échange, ils apportent des communautés, ils permettent à des gens qui ne lisent pas d'y revenir, et c'est hyper important. Mais c'est peut-être de mon expérience personnelle, mais je passe trop de temps sur les écrans. Et je trouve que la lecture exige une attention qu'on n'a plus. Comment concilier les deux ? Enfin, il n'y a pas vraiment de question, mais d'expérience. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Parce qu'à la fois, il ne faut pas les blâmer, parce qu'ils sont là, il faut faire avec. Et à la fois, moi, parfois, je trouve ça hyper destructeur, mais peut-être que je suis dans la diabolisation totale, voilà. Non, je n'arriverai pas à retrouver exactement le nom de l'étude, etc., mais il y a un assez grand nombre d'études qui nous disent qu'effectivement, les écrans et tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle le scroll sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, c'est fait exprès, c'est le business model de ces plateformes-là. On vend votre temps d'attention. Par ailleurs, j'avoue que je suis ingénieure et je touche beaucoup au marketing. Donc, je connais la bête de l'intérieur. Et donc, ce sont des algorithmes, ce sont des façons de faire qui se sont construits depuis une dizaine d'années. Parce que c'est au final assez récent, cette utilisation-là des réseaux sociaux, qui fait que l'esprit humain,
le réseau, l'activité, le boost, dès que vous lisez quelque chose, votre cerveau va générer quelque chose, c'est nouveau. Il y a une attention supplémentaire. C'est comme quand vous mangez du sucre, votre indice de glycémie, il augmente. C'est votre corps qui est fait comme ça. C'est à la base le principe qui nous permet de survivre, d'anticiper, de voir, de connaître pour pouvoir réagir. Et en fait, les réseaux sociaux et les écrans exploitent ça. Et plus ça va, et plus les temps sont courts, plus il faut faire des vidéos courtes pour être dessus. Quand je fais ce qu'on appelle maintenant, au départ, c'était du texte sur Facebook qui était du texte long. Après, on est passé à du texte court parce qu'on pouvait voir plus de choses. Après, on est passé à l'image via Instagram. Maintenant, l'image, ça suffit plus. On est passé à la vidéo via TikTok. Et sur la vidéo, en plus, on a un temps d'attention qui est très, très court. Et plus on le fait, plus notre temps d'attention diminue. Moi, c'est un problème pour moi aussi. Je me rends compte que mon temps de concentration, quand j'écris, ou même quand je lis, parfois, avant, je pouvais rester 3 heures dans un bouquin. Maintenant, je sens bien que, comme tout le monde, j'ai envie de prendre mon téléphone, etc. Et c'est comme quand je viens de manger un truc sucré, j'ai quand même envie de reprendre alors que j'ai plus faim. C'est complètement biologique. Et là, c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre et à utiliser cet outil, que pour une fois, je n'ai pas là sur moi, comme un outil et à être nous dans le contrôle et pas dans l'inverse. Mais déculpabilisez-vous aussi, tout est fait et il y a des milliards d'euros, vraiment, qui sont faits pour que vous soyez prisonnier de ce truc-là. Et c'est là où lire, c'est hyper important. J'ai lu que dans le cinéma, maintenant, surtout sur les gros blockbusters, les gros films américains, en fait, maintenant, ils font en sorte que le dialogue vienne s'ajouter à l'image parce que la plupart des gens scrollent en même temps qu'ils regardent un film. Et les metteurs en scène, par exemple Netflix, fait en sorte de demander aux scénaristes que les personnages, à un moment, reformulent les enjeux juste pour qu'en fait, ça recatche les personnes. En permanence. Du coup, on appauvrit le scénario, on appauvrit notre capacité à comprendre parce qu'en fait, on ne comprend plus que les choses qui sont répétées de la même façon. Je pense que tous ceux qui ont au moins mon âge ont connu les pubs Leclerc de C'est moins cher chez Leclerc. Et c'était hyper répété. Et en fait, moi, j'ai fait les études d'impact et ces pubs ont généré du chiffre d'affaires de ouf. Et du coup, tout le monde s'empare de ça. Mais derrière, c'est notre capacité à penser le monde, c'est notre langage qui s'appauvrit, c'est notre capacité de concentration. Et c'est pour ça qu'on parle de comment faire lire les jeunes. Parce que dans le fond du fond, la question, elle est quelle société on aide à construire et comment on lutte contre ça. Je nuance juste un poil. Ça dépend des plateformes, parce que quand on rapporte l'évolution de YouTube, actuellement, vous avez de plus en plus de vidéos qui cartonnent, alors que c'était de longs reportages qui durent 1 heure, 1h30, et qui font beaucoup, beaucoup de vues. Donc, en vrai, ça va dépendre des plateformes, bien que, effectivement, on a énormément de contenu sur du TikTok avec du format très court. Sur l'histoire du temps et du partage, il me semble que, effectivement, tout est fait pour qu'on y passe moins de temps, ça scrolle. Mais je crois qu'aussi, on ne s'autorise pas à... Là, je parle en tant qu'adulte, pour le coup. Quand on est avec des enfants, au bout d'un moment, on se dit ah non, mais les enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas plus de 5 minutes d'attention. Ça, je l'entends partout. Bon, peut-être. Mais est-ce qu'on peut essayer que ça fasse 10 minutes ou 15 minutes ? Je veux dire, l'essayer, le faire. Je pense qu'il y a aussi comment tu te soumets à quelque chose que les statistiques disent. Peut-être, mais peut-être que tu peux aussi assumer de faire quelque chose qui dure un peu plus, qui intéresse les enfants. À un moment donné, la lecture, monsieur a dit, il y a des enfants en 6e, ils savent pas lire, mais par contre, ils adorent les concours. Comprennent pas un texte. Voilà, comprennent pas un texte simple. Par contre, étrangement, ils adorent tous les concours d'éloquence. Il y a même les concours d'orthographe. Il y a des paradoxes comme ça, donc il y a quand même un intérêt sur la langue, il me semble, et que le fait de trop vouloir simplifier, je sais pas, je crois que c'est Jeannette, celle qui a écrit Les oranges sont pas les seuls fruits. Ça vous dit rien ? Bon, bref, c'est pas grave. Elle parle de l'évolution justement du langage et comment, quand elle était môme, elle était dans un milieu très, à la fois très populaire, mais très croyant. C'était des Mormons. Enfin, elle dit sa mère racontait la Bible et c'était la Bible du XVIe siècle à cette époque-là parce qu'elle n'avait pas été modernisée. Et elle disait, mais le soir, il y avait des cours pour les adultes, notamment les gars à l'époque.
ils étaient en capacité de comprendre Shakespeare parce que c'était la même langue. Et à partir du moment où on a simplifié, on a perdu aussi l'étendue de la possibilité. Alors je dis pas qu'il faut parler comme Shakespeare, c'est pas ça. Mais je veux dire qu'à force de vouloir faire l'hypothèse que c'est en simplifiant que ça va fonctionner, je pense que non, il faut du temps, il faut du partage, et que la lecture partagée, c'est aussi, par rapport à ce que disaient madame et monsieur, je crois que selon les milieux, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on parle de football dans une famille, on peut en parler collectivement, on parle de la bouffe, la lecture, il y a des milieux où on en parle, des milieux où on en parle moins. C'est le fait d'en parler qui donne envie. Enfin, moi, un truc que je partage pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je peux continuer, mais c'est moins rigolo par moment, quoi. Donc, entretenir effectivement cette relation avec les gosses ou les ados ou les adultes sur qu'est-ce que ça nous fait de lire, je crois que c'est super important aussi, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de parents qui ne s'intéressent pas aux lectures que peuvent avoir leurs enfants, aux jeux vidéo aussi auxquels jouent leurs enfants, en mode je lui ai acheté, il y joue, mais ils savent même pas de quoi ça parle. Et en fait, d'avoir un intérêt aussi pour ce que font les enfants, les ados, et de pouvoir discuter avec eux. Et il y avait une étude il y a pas longtemps qui était sortie qui parlait que le langage s'est appauvri aussi, parce on dit que je ne sais pas combien de mots dans la semaine, comparé à 20 ans, on en disait beaucoup plus, parce que y a plus d'interaction. Alors après, ça touche à d'autres choses que la lecture, mais tout cet échange-là disparaît en fait. Donc c'est sûr que c'est plus complexe de donner envie après de prendre le temps de lire, de faire des choses. Et voilà. Ouais, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais je pense qu'il y a aussi une volonté politique de laisser des gens dans l'ignorance et qu'il soit aussi de la matière à travailler sans trop réfléchir à un moment donné, et que les élites vont être de plus en plus élites et qu'il y a toute une partie de la population qui va être abandonnée. La baisse des budgets, qui ça va desservir ? Les milieux privilégiés, ils auront toujours un accès à la culture. Les bibliothèques, elles servent aussi justement à ce que des gamins qui n'ont pas de bouquins à la maison puissent aller découvrir tout un univers en bibliothèque. Voilà, les milieux privilégiés, ils ont déjà des bibliothèques chez eux, avec des parents qui leur offrent des stages de ceci et de cela pour découvrir le monde. Donc je pense que ça va avec la baisse des budgets, la baisse du niveau. On est là, le niveau baisse, mais tout est fait pour qu'il baisse. Et ça sert aussi un système, en fait. Voilà. On a pas mal parlé des formats, mais en fait, il n'y a pas tant est-ce que c'est court ou est-ce que c'est long, mais c'est surtout, est-ce que c'est rythmé? En fait, c'est la rythmique qui va vraiment faire qu'en fait, on va accrocher. Nous, on le voit. On a vendu, par exemple, on a fait un ouvrage avec des nouvelles. Et en fait, on avait beaucoup plus de lecteurs qui ont apprécié le format, tout simplement parce qu'en fait, c'était des histoires courtes. Alors ça, c'est une chose. Mais surtout qu'en fait, généralement, on avait à chaque fois une chute. Et donc, du coup, le lecteur se disait, tiens, je me demande bien ce qui va se passer par la suite. C'est pareil pour les romans policiers. Parfois, dès qu'on se rend dans un état de flow sur un roman policier, en fait, on va pas voir le temps passer. Juste parce qu'en fait, on a envie de savoir ce qui va se passer et que le livre est suffisamment bien fait pour que le rythme vienne accompagner la lecture. Donc je pense que dans tout ce qu'on dit, il y a aussi ça à prendre en compte sur quel est le rythme de l'objet en question qu'on est en train d'étudier. Oui, c'est là-dessus, en jeunesse, moi je vais beaucoup plus travailler le rythme et voilà, en général, soit c'est intuitif, on n'y pense pas, soit on le travaille consciemment, mais les livres jeunesse sont très rythmés et c'est ça qui est cool. Vu l'heure, on peut prendre une dernière question, une courte dernière question. Julia. Merci pour l'intervention qui était vraiment très intéressante. Moi, je suis professeure de français depuis 5 ans, donc tout jeune prof. Et c'est un vrai enjeu pour moi de faire lire les élèves. C'est très compliqué. En fait, j'ai des élèves de 6e et 5e. Il manque pas de curiosité. Par contre, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur même la question des enjeux politiques et des privilèges, c'est qu'il faut voir les programmes de français de 6e. C'est-à-dire que vous dites qu'à l'entrée, là, cette année, ils vont offrir les métamorphoses d'Ovide. En fait, en 6e, on a des thèmes à aborder très intéressants, le voyage, des choses qui pourraient être vraiment passionnantes. Et on a des œuvres recommandées, sous-entendues obligatoires, en fait, qui sont 6e, l'Odyssée d'Homère, très difficile à aborder.
et surtout à faire au premier semestre. Il y a énormément d'œuvres, en fait, des classiques auxquelles on n'enlève pas du tout leur importance, et je pense qu'il y a quand même un socle commun qu'il faut que les gens aient de culture commune. Par contre, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est aussi un enjeu politique, ce que vous disiez, la question des transmédias, c'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné de casser l'image un peu élitiste de la littérature. Et moi, c'est difficile parce que j'ai fait des études très littéraires, avec des prépas où on nous disait qu'il fallait avoir lu tout Proust pour aimer la littérature. J'en ai lu un et bon, j'ai dit bon, je vais lire d'autres choses. Mais en fait, il faut accepter ça, et je me suis rendu compte que avec mes élèves, je suis obligée de suivre une ligne directrice. Alors, je vais faire des classiques. Et en même temps, j'ai des élèves où on a fait l'année dernière en 6e un jeu de rôle en fin d'année. Ils m'ont dit c'est ce qu'on a préféré de toute l'année. Et ben je comprends. Voilà, en fait, on fait des concours d'écriture, on fait des choses qui sont essentielles. Ils sont actifs. C'est ça, ils sont actifs, et où on accepte en fait de casser cette image élitiste, très à droite, pardon, mais on laisse la littérature en fait aux hautes sphères, et donc on donne des œuvres à des gamins qui ne peuvent pas comprendre. Donc on les laisse dans ces hautes sphères, en fait. On ne peut pas les amener à comprendre. Casser cette idée, et donc accepter de mettre des livres audio en classe, de mettre des films qui vont les aider à comprendre, de mettre des œuvres. Et je pense qu'un des enjeux vraiment, c'est de mettre au programme à terme des œuvres jeunesse pour la jeunesse, en fait. Et c'est ça, oui. Oui. C'est ça. Et il faut accepter, en fait, de casser, et aussi dur que ce soit, parce que nous, en prof de en français, on se dit, voilà, il y a l'orthographe, il y a d'autres enjeux, mais je pense que des élèves qui lisent des livres jeunesse seront meilleurs en orthographe que des élèves qui lisent des classiques où ils ne comprennent rien, et donc, quelle orthographe, en fait, ils développent. Donc, voilà, juste pour vous dire merci pour votre intervention, qui m'a fait réfléchir aussi à ma pratique, et j'espère qu'à terme, on aura, en fait, des livres à faire acheter aux enfants moins chers, et qui seront des livres jeunesse. Parce que quand on leur fait acheter le Comte de Monte Cristo en 5e qui vaut 15 €, je me dis, bon, c'est quand même lunaire, quoi. Voilà. Il faut faire un jeu de rôle sur l'Odyssée. Je suis sûre que ça existe quelque part, ça. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci. On a un atelier Cara Design à 14h organisé par la Girl Code aussi, donc ouvert aux jeunes mais aussi aux adultes. Et moi, je fais après une table ronde sur l'IA générative, comme quoi c'est de la merde. Mais ça rejoindra aussi les thématiques de la jeunesse, en fait, et la façon élitiste d'aborder ces thèmes-là, etc. Et qu'est-ce qu'on veut donner comme société après pour nos jeunes. Donc du coup, voilà. Par contre, ça sera au Gazette Café. Et sinon, on est tous et toutes, sauf toi, mais voilà, mais on est tous et toutes en dédicace sur sur les différentes librairies. Donc merci à tous. Merci. Merci.